Bonsoir Laurent Mutambaye. Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi a consisté l'intérêt de cette soirée? Bonsoir. Cette journée a été consacrée à la présentation du livre écrit par M. Jean-Jacques Kondo sur les armées de la République démocratique du Congo. L'intérêt de ce livre est que M. Jean-Jacques Kondo présente la radioscopie, les radioscopies de nos forces armées, partant de la force publique à nos jours. Et dans cette radioscopie, on constate malheureusement une certaine constance de part en part, qui est notamment l'intraversion de l'armée dont il a parlé. C'est non pas une armée repliée sur elle-même, mais une armée retournée contre les populations qu'elle est censée protéger. C'est un fait unique, me permettrais-je de le dire, dans le monde. Et l'indiscipline de l'armée qui ont été marquées par les mutineries. On a connu plusieurs mutineries, la mutinerie de Louabourg et la motivation. Il y a plusieurs constantes qui sont dégagées, mais de mémoire, en gros, c'est ce qui me revient à l'esprit. Il y a notamment aussi la question de la motivation. Et dans cette constellation, on y dénote aussi certaines responsabilités qui incombent aux pouvoirs publics qui ont la charge d'organiser les forces armées. Et dans ce qui concerne le pouvoir actuel, on constate soit une incapacité, soit une absence de volonté politique réelle de restaurer notre armée et doter le Congo d'une puissante armée républicaine, censée protéger les intérêts du Congo, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Peut-on parler d'irresponsabilité de la communauté internationale lorsque l'on sait tous les moyens financiers, humains, matériels investis depuis, on va dire, 2001 dans la constitution d'une nouvelle armée, d'une nouvelle police, d'une nouvelle justice? Peut-on parler d'une irresponsabilité ou d'un manque de volonté de la communauté internationale? D'un point de vue personnel, je pense que tout cela pourrait être appliqué. On pourrait pas dire responsabilité dans la mesure où on peut se dire que la communauté internationale, partant de la troïka traditionnelle, à savoir la Belgique, la France, les États-Unis, auxquels on peut ajouter de nouveaux acteurs comme la Grande-Bretagne, le Canada et peut-être même la Chine, connaissent bien les difficultés, les réalités inhérentes au Congo, les difficultés auxquelles le Congo est confronté en termes de gouvernance, en termes de management, mais qui malgré tout accepte quand même dans le cadre de l'Union européenne et des Nations Unies à investir des sommes astronomiques dans l'armée au Congo, dans la justice au Congo, tout en sachant bien que si des réformes ne sont pas opérées d'un point de vue intérieur par les Congolais eux-mêmes, et leurs actions, leur investissement est vain, parce qu'on voit par exemple en ce qui concerne la MONUSCO, même s'il y a eu changement de son mandat il y a peu, ça fait 10 ans que ces forces sont au Congo et qui absorbent des sommes astronomiques, et 10 ans après, on ne peut pas se permettre de dire que cette force est un grand succès au Congo. Donc il y a lieu de s'interroger. Monsieur Jean-Jacques Kondo l'a souligné tout au long de son exposé, c'est que nous avons, nous Congolais, la faiblesse de vite oublier l'histoire, parce que si on se réfère assez souvent à l'histoire, on se serait très vite rendu compte que le Congo, dans son histoire, fait l'expérience d'une deuxième expérience, fait les frais d'une deuxième expérience des forces internationales. Entre 60 et 65, si mes souvenirs sont bons, en 61, on a connu ce qu'on a appelé à l'époque le NUC, c'est la force des Nations Unies au Congo, qui avait entre autres mission de former l'armée congolaise. Et après X années, en tout cas ces forces n'ont pas fait 10 ans au Congo, beaucoup moins de 10 ans, après X années, ces forces sont retirées du Congo. Mais aujourd'hui nous avons une MONUSCO qui n'a pas dans sa mission l'ambition de former l'armée congolaise. Et on constate en même temps que cette force est présente au Congo depuis 10 ans. Alors c'est à se poser la question, quand le Congo sera-t-il prêt à se doter d'une armée qui va assumer la mission qui lui est confiée et remplir le rôle que tout le monde, en premier lieu sa population, attend d'elle, et quand est-ce que la MONUSCO pourra enfin, à la joie de tout le monde, de la population congolaise, c'est-à-dire retrouver sa vraie armée, et de tous les contribuables des Nations Unies, parce que ça coûte une fortune énorme à tout le monde, c'est-à-dire à la satisfaction de tout le monde de constater finalement que cette mission a été menée à bon port, que le Congo dispose désormais d'une armée, et que ces forces des Nations Unies stationnées au Congo pourraient enfin plier bagages et rentrer au bercail. Monsieur Laurent Mutambaye, on peut dire que la messe a été dite. Les constats sont faits et cette soirée n'est pas la première là où on pose les constats, on propose des solutions.
Et on sait que face à un pouvoir, à un régime, des autorités qui ont été, si je puis dire, discréditées ou irresponsables, le peuple se doit de sanctionner par des élections ou une manière d'alterner le pouvoir. Donc là, on sait bien que des élections ont eu lieu, les mêmes responsables, entre guillemets, pour ne pas dire les mêmes irresponsables, ont été reconduits. Quel autre moyen y a-t-il encore maintenant pour pouvoir changer la donne? À la limite, je vais préciser ma pensée. On sait bien que, autant de la communauté internationale que du régime de Kinshasa, les choses sont faites, ne sont pas faites dans le bon sens. Pourquoi continuer? Ou plutôt, comment faire en sorte que cela s'arrête pour passer à autre chose, en sachant qu'on est déjà passé par les élections, la voie démocratique, entre guillemets, pour changer les choses. Qu'est-ce qu'il reste à dire maintenant? Ce qui reste à dire, je pense que tout le monde prenne conscience de la fragilité dans laquelle se trouve le Congo aujourd'hui. Fragilité puisqu'il y a l'éternel problème du déficit de légitimité dont souffre M. Joseph Kabila pour avoir été élu, mal réélu ou non élu dans les circonstances que l'on sait, et continuer à trôner à la tête de l'État congolais. Et cela touche également toutes les institutions issues des élections du 28 novembre dernier. Et au-delà de cela, il y a aussi à un certain niveau le laxisme, pour ne pas dire la complaisance de la communauté internationale qui laisse quand même faire, parce que sous quelque manière que ce soit, par pression diplomatique ou autre, voire économique, si cela n'est pas impossible, on peut amener le pouvoir en place à Kinshasa à faire marche arrière, c'est-à-dire qu'à revenir dans la logique du respect de la volonté populaire telle qu'exprimée le 28 novembre. On peut admettre que la confusion totale du 28 novembre ne permet pas aujourd'hui avec exactitude de savoir qui a réellement gagné les élections, mais dans ces conditions, dans ces circonstances-là, ça c'est un débat purement académique, dois-je préciser, dans ces circonstances-là, on ne peut pas non plus se permettre d'affirmer ou de considérer M. Joseph Kabila comme le président légitime de tous les Congolais. Et cela étant, il faudrait maintenant définir un cadre entre les différents compétiteurs lors des élections pour tirer au clair cette situation de manière à ramener une certaine cohésion, une certaine harmonie dans la classe politique congolaise, et cela aura pour conséquence de ramener un apaisement qui permettra aux uns et aux autres soit de voir dans quelle mesure on réorganise des élections qui seront en ce moment-là transparentes, et cela passe par la CENI. La CENI vient d'être restructurée, une nouvelle loi vient d'être adoptée, mais est-ce que tout cela concourt à ramener cet apaisement? Je ne pense pas, parce que tant que certains sont dans l'exclusion, restent dans cette exclusion, cet apaisement ne reviendra pas. Et tant que l'apaisement ne reviendra pas, la stabilité du Congo sera toujours fragile, et l'intangibilité même des frontières nationales sera toujours menacée. On le voit aujourd'hui avec le mouvement M23, qui est une insurrection, qui est un mouvement rebelle d'origine étrangère et contrôlé par des étrangers, qui, en se servant de certains subterfuges, essaie maintenant de congoliser, de nationaliser son discours. Et connaissant les faiblesses congolaises, certains d'entre nous vont mordre à l'hameçon. On voit déjà que le député Roger Lumbala a mordu à l'hameçon. Le pouvoir de Kinshasa n'a pas tardé à sanctionner. D'un autre côté, on a constaté, cela aussi été relevé tout au long de cette conférence, il y a eu des trahisons qui ont été constatées dans la chaîne de commandement des forces armées. Là, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas de réaction. Le gouvernement n'a pas géré la chute de la Goma de la meilleure manière qui soit. Mais à ce niveau-là, quelles sont les responsabilités qui ont été établies? Il faudra au moins que les responsables défaillants puissent être démis de leurs fonctions, qui rendent leur tablier, et que des responsables vraiment à la hauteur de leurs tâches puissent assumer les fonctions qui pourraient leur confier. Alors, Moutambaye, pour clôturer peut-être ma série de questions, peut-on dire que nous sommes vraiment sur la voie de la révolution de la modernité? Je ne me permettrai pas, pour ce que la terminologie c'est un slogan très bien choisi, mais voyons la personne qui incarne ce slogan et tel que cela est conduit. On a eu l'expérience de 5 chantiers, ça a été souligné ici. Le premier grand chantier du Congo aurait dû être celui des armées, mais malheureusement c'est un chantier qui a été oublié dans ces 5 chantiers-là. Pour moi ça ne reste qu'un slogan fort. Merci. Je vous en remercie.